de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président Mélenchon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à installer en France ce qu'on appelle l'impôt universel. L'idée est la suivante. On déclare ses revenus, on paye dans le pays où on se trouve ce que l'on doit au fisc du pays où l'on travaille, comme c'est bien normal, et on déclare en même temps au fisc français. Et si, en France, on aurait payé davantage, eh bien on paye la différence. Ce système simple est déjà mis en œuvre par d'autres pays, et parmi lesquels je cite d'abord les États-Unis d'Amérique, qui, pour parvenir à une connaissance aussi fine que possible de leurs ressortissants qui devraient faire cette double déclaration, n'hésitent pas à intervenir sur les banques françaises pour qu'elles fournissent des indications sur ce qu'ils appellent l'américanitude ou l'américanité des personnes. C'est vous dire que le fisc nord-américain prend ça très au sérieux. Dans le courant de la campagne de 2012, j'avais proposé cette solution pour lutter contre la fraude. Car vous le savez, chaque fois qu'un ministre des Finances ou qu'un opposant ou qu'un candidat à la majorité dit qu'il compte prendre telle ou telle mesure fiscale, on lui répond « Ah oui, mais si vous faites ça, alors les gens vont s'en aller ». Eh bien, à partir du moment où vous votez un amendement comme celui que je vous propose, eh bien, ça ne sert à rien de s'en aller parce que de toute façon, on est rattrapé par le fisc et on doit payer sa contribution comme tout le monde. On est français partout et donc on a un devoir à l'égard de la France. Cette solution, à mon avis, devrait recueillir non seulement les suffrages des insoumis, peut-être des socialistes et des communistes, mais je pense que les députés de La République En Marche auront à cœur de voter avec nous. Et voici pourquoi. En 2012, comme j'avais fait cette proposition sur la première chaîne, quelque temps après, le candidat et président Sarkozy avait fait la même proposition. Et on lui avait dit « Ah, mais alors vous vous rendez compte, vous proposez la même chose que Mélenchon. » Et il avait dit « Eh bien, si c'est une bonne idée, il n'y a pas de raison. » Donc, comme vous le voyez, c'est une bonne idée et nous pouvons la voter tous ensemble. J'insiste sur le fait que, outre que ce sont des rentrées, c'est mettre des rentrées fiscales, c'est mettre dans l'impossibilité de fuir son devoir à l'égard du pays. C'est simple, ça s'appuie sur une légalité simple à mettre en œuvre et sur des moyens simples à mettre en œuvre. Tout le monde paye quand on est français, tout le monde participe à l'effort de la patrie. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. C'est un amendement que nous avions effectivement examiné lors du dernier PLF. On l'a réexaminé en commission des finances. Il revient vraiment sur les fondements de l'impôt tel qu'il est établi aujourd'hui dans notre système, qui repose sur la domiciliation fiscale. Il remettra en cause toutes les conventions fiscales qu'on a conclues. Donc ce serait vraiment un changement considérable qui, de toutes les manières, ne peut pas se faire comme ça au détour d'un amendement. À titre personnel, moi je considère que c'est la territorialité et la domiciliation fiscale qui doit demeurer le critère d'établissement de l'impôt. Aujourd'hui, les États-Unis pratiquent différemment, mais ce n'est pas aussi simple que vous le décrivez pour les États-Unis. Ce sont certains revenus qui sont taxés, y compris quand la personne habite en dehors des États-Unis. Ce ne sont pas les revenus courants, hein, c'est certaines plus-values, par exemple. Donc, ça ne me semble pas... Ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes à des gens qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Ils ont juste eu le hasard de la vie les a fait naître aux États-Unis. Donc, moi, je considère que ce n'est pas le bon critère. Donc, la Commission s'est déjà prononcée, d'ailleurs, et a émis un avis défavorable sur cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Mélenchon, comme souvent, les idées que vous évoquez sont intéressantes parce qu'elles permettent un vrai choix politique. Et indépendamment de l'amendement et de sa non-faisabilité, si j'ose dire, mais qui n'est pas en soi un argument que je peux vous soumettre ici, puisque je réponds à l'idée, il y a quand même un sujet d'applicabilité, puisqu'il y aurait 125 conventions fiscales avec 125 pays à renégocier. Vous me direz, c'est votre travail, et le peuple vote. Ce qui m'intéresse, c'est le fond de l'histoire. Madame la rapporteure a raison de dire que vous remettez fondamentalement en cause, et d'ailleurs pourquoi pas, mais enfin c'est un sujet philosophique, le fondement même d'un des principes premiers de l'impôt en France, qui est fondé sur la domiciliation et pas sur la nationalité.
je ne ferai pas comme votre collègue Bourlanges qui hier a souligné le fait que d'internationaliste vous soyez, non pas devenu nationaliste, c'est une insulte, mais enfin, vous faites passer l'idée que la nationalité, je dis, je ne ferai pas montre de ces arguments, mais ça me permet quand même d'une figure de style de le rappeler, ne serait-ce que pour nos échanges, de dire que vous fondez sur le lien de la nationalité le lien de l'impôt, alors que depuis qu'on a créé l'impôt, et particulièrement l'impôt sur le revenu sous la Troisième République, on l'a fondé sur la domiciliation. Donc, bien sûr, les États-Unis le font, vous avez raison de le dire, ils ont une conception particulière de la monnaie, de l'impôt, de la nationalité, je ne suis pas sûr que ce soit forcément notre modèle, et il pose d'ailleurs des problèmes, cette façon d'imposer. Et il y a même des gens, dont vous savez, M. Mélenchon, qui sont nés aux États-Unis ou qui ont, par accident de la vie, la nationalité américaine. Et il y a d'ailleurs des parlementaires ici qui s'intéressent à ces nationaux accidentels et qui sont rattrapés par la patrouille, comme dirait monsieur le député Roussel, et qui en viennent à devoir payer de l'impôt aux États-Unis alors qu'ils n'ont aucun lien, si ce n'est qu'un lien de nationalité qui est fondé sur les règles qui octroient la nationalité américaine. Donc le système que vous proposez, indépendamment du fait qu'il soit contraire fondamentalement à nos règles, mais pourquoi pas les changer, pose d'autres problèmes, pas simplement pratiques des 120 conventions fiscales à renégocier, mais des problèmes très importants pour une très grande partie de ceux qui les subissent et qui parfois sont des petites gens qui, par leur famille, si j'ose dire, ont eu à subir la double nationalité, si tant est qu'on puisse dire subir quand on subit la nationalité américaine. Et puis troisième point, qui me paraît un point extrêmement important, et je pense que ce point vaut son pesant d'argumentation. Si nous mettons en place, si l'Assemblée vote cet amendement et qu'il est promulgué par le Président de la République, nous allons donc imposer les nationaux selon leur nationalité, non selon leur domiciliation, nous sommes d'accord. Et comme on ne peut pas, ça c'est une règle intangible qui serait par ailleurs extrêmement injuste si on la changeait, double fiscaliser les gens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire payer 2 fois l'impôt dans 2 pays différents pour la même source de revenus, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous abandonnons donc l'idée que les personnes qui ne seraient pas françaises mais qui vivraient en France et qui participent, et c'est bien logique, le fait, ils participent. On ne peut pas double imposer les gens, Monsieur le Président Mélenchon. Donc ils joueraient, si j'ose dire, un jeu qui consisterait à payer, puisqu'il est fort à penser que si d'autres pays comme la France faisaient comme les États-Unis, alors les conventions fiscales contribueraient à penser qu'on doit fiscaliser les gens selon la nationalité et pas selon la domiciliation. Il ne me semble pas que ce soit le sens de l'histoire, même si ce n'est pas un argumentaire qui est dans ma bouche normalement, puisque nous aurions donc à fiscaliser les nationaux et le lien de l'impôt, c'est la nationalité, et pas regarder la domiciliation, alors qu'en France, le lien, c'est la domiciliation. Donc pour ces 3 raisons, Monsieur le Président Mélenchon, et je mets de côté le fait que c'est très compliqué à mettre en place. Après tout, ça c'est notre histoire. Je constate que vous remettez en cause le fondement de l'impôt et que c'est déjà assez compliqué comme ça et que ça a bien fonctionné jusqu'à présent. 2, ce n'est pas sans poser des problèmes très importants pour ce qu'on appellera demain les nationaux accidentels. Et franchement, intéressez-vous, si vous me le permettez, cet aparté. Il y a quelques-uns de vos collègues qui travaillent sur cette question extrêmement complexe. Elle pose, les Américains accidentels, mais voilà, elle pose des sujets très importants, y compris en termes sociaux. Et puis 3, il y a une distinction entre nationalité et domiciliation qui, à mon avis, irait, contrairement à notre modèle français, à la façon dont on conçoit l'impôt en France, et pas distinguer les gens selon leur nationalité, mais selon leur domiciliation. Donc, avis défavorable, vous l'aurez compris. Donc, avis défavorable du gouvernement. Monsieur le Président Mélenchon. Oui, écoutez, ma proposition est moins inapplicable qu'il y paraît, puisque j'ai moi-même été soumis à cette règle en tant que député européen. Tous les députés européens déclarent et sont imposés directement au Parlement européen et font leur déclaration à l'administration fiscale française qui prend la différence quand il y a lieu de la prendre. Bon. Donc, j'admets qu'il puisse y avoir des difficultés. Dans quoi n'y a-t-il pas de difficultés? Mais c'est le boulot de ceux qui ont à le régler, premièrement. Deuxièmement, qu'il y ait 2 critères n'est pas un problème. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait renoncer à la domiciliation et que les étrangers qui vivraient chez nous n'auraient pas à payer d'impôts. Aussi bien, je dis que les Français qui sont à l'étranger payent leurs impôts à l'État dans lequel ils vivent et que la France prend la différence, ce qui leur retire le motif de quitter le pays pour aller à l'extérieur, s'installer, comme c'est le cas par exemple à la frontière belge, pour ne pas avoir à payer d'impôts en France. Donc je ne vois pas où est la difficulté dans le fait que la domiciliation, dès lors, éliminerait les étrangers vivant en France, puisque ce n'est pas ce que je propose. Naturellement,
le fait qu'il y ait 2 critères ne pose pas de difficulté. Il y a le critère de la domiciliation et le critère de la nationalité. Vous dites que je bouleverse tout le droit fiscal. Écoutez, n'exagérez pas. Je change une habitude, pas plus. Je ne bouleverse pas le principe. Le principe fondamental, c'est que tout le monde paye l'impôt. Voilà, il me semble que ça, tout le monde le comprend et est prêt à l'admettre. Et ne dites pas qu'il n'y a pas une évasion fiscale et une fraude fiscale qui se joue sous nos yeux par des gens qui changent de domiciliation alors qu'ils sont limitrophes de la frontière française pour l'unique raison qu'ils ne veulent pas payer leur part au pays. Quant à ceux qui seraient français par accident et qui, à cette occasion, seraient rattrapés pour payer l'impôt, eh si ça ne leur plaît pas d'être français, il leur est toujours possible d'y renoncer. J'ajoute une chose, c'est qu'à partir du moment où tout le monde serait imposé dans le monde entier, alors oui, la vraie question que vous pourriez vous poser, c'est que dès lors, ça poserait directement à nos compatriotes, ça leur donnerait des droits. Le droit notamment à demander que l'éducation pour leurs enfants aussi soit gratuite et que ça ne soit pas simplement réglé, comme c'est le cas aujourd'hui, par la question des bourses. C'est-à-dire que, payant l'impôt, tout le monde aurait le droit d'aller dire écoutez, moi je veux que le lycée français accueille mon gosse, je veux que le lycée français soit proche de l'endroit où je me trouve, etc. etc. Mais ça, c'est plutôt un approfondissement. J'en sais rien, je vous dis que. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que c'est ce que m'ont écrit des gens. Ils m'ont dit, Monsieur Mélenchon, vous proposez l'impôt universel, mais moi, je ne bénéficie pas des prestations du pays. Et je leur ai dit, monsieur, prestation ou pas, la France n'est pas un libre service, c'est une identité commune que nous partageons. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Monsieur le Président Éric Woerth. Monsieur le Président, non, je voulais dire que c'est un débat intéressant lancé par Monsieur Mélenchon. Moi, je crois aussi à la territorialisation de l'impôt, parce que ça soulève, le ministre a d'ailleurs assez bien indiqué qu'à partir du moment où un étranger vit en France, il est logique qu'il paye ses impôts en France, il y consomme des services publics, et donc il est bien territorialisé. C'est pas parce qu'il est de nationalité étrangère qu'il ne paiera pas. Mais de même manière, les Français qui ont des revenus en France et qui vivent à l'étranger payent des impôts en France, ce qui me semble assez logique aussi. Et donc, je peux comprendre que ce débat doit exister, puisque c'est des systèmes très très différents, mais je pense que le système français a beaucoup d'avantages. Merci, Monsieur Bourlanges. Oui, je trouve très, très intéressante la proposition de notre collègue, le président Mélenchon. Simplement, je crois vraiment que la faute principale de raisonnement, c'est que les services publics qui sont acquittés par les impôts, eux, sont domiciliés. Ils sont, eux, territorialisés. Donc, vous payez votre impôt à un endroit déterminé parce que vous bénéficiez des services publics, et quand vous allez à l'étranger, il faut être à Rome pour bénéficier du lycée Chateaubriand, point final. Donc, là, il y a, je crois, un biais important. Les impôts correspondent à des finances des services publics, fameuse maxime, il y a des dépenses publiques, il faut les couvrir, et ça, effectivement, c'est lié au territoire. Mais je trouve qu'on devrait quand même poursuivre la réflexion dans cette voie, et là, pour une fois, je proposerais qu'on ait un débat ou un groupe de travail sur une question fiscale, car je crois, à la différence du ministre, qu'il faut aujourd'hui remettre à plat très profondément notre fiscalité. Monsieur le Président Mélenchon, très brièvement, et puis Je n'en abuserai pas, Monsieur le Président. Vas-y. Merci de votre bienveillance. Mais puisque les paroles ont été reprises d'un mot, qu'on s'entende bien, je ne m'attendais pas, ni aucun des membres de mon groupe, à ce que soudain vous tombiez dans mes bras en me disant « Bravo, quelle idée géniale, on n'y avait pas pensé ». Vous y avez pensé, le débat a eu lieu dans le parti dont vous étiez membre et dans lequel sont membres encore plusieurs d'entre vous. C'est le président Sarkozy, à l'époque, qui a dit que c'était une bonne idée. C'est pour dire qu'on est quelques-uns à partager cette idée. J'y reviens, monsieur Woerth, monsieur le président de la Commission. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait déterritorialiser l'impôt. Naturellement, on paye l'impôt là où on se trouve. Et je ne propose pas que les Français à l'étranger ne payent pas l'impôt parce qu'ils seraient imposés en France. Je propose qu'une fois qu'ils ont payé leur impôt, ils ont fait leur déclaration au fisc français. Et s'il y a une différence en faveur du fisc français, ils payent leur contribution à la France. Je ne suis venu sur la question des services qui leur étaient rendus que parce qu'eux-mêmes m'ont posé cette question en me disant « ça nous donnerait des droits ». Mais je ne serais pas éloigné de répondre comme l'a fait notre collègue Bourlanges. Et c'est ce que je leur dis quand ils m'interrogent. Je leur dis « oui, mais le problème n'est pas de savoir à quelle prestation vous avez le droit
parce que vous êtes français et que vous payez l'impôt. Vous êtes français, vous payez l'impôt parce que la France vous concerne, quoi qu'il arrive, et que de toute façon, les forces armées, la diplomatie, l'école en France, l'université, même si vous n'êtes pas en France, ça vous concerne. Bon sang, vous êtes français. Et donc, vous participez à l'effort commun. Bon, je vois bien que vous n'allez pas voter cette idée, mais je demande au ministre, je demande à la Commission, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que des gens vont se mettre à travailler pour regarder et dire c'est faisable ou pas, puisque nous avons été un certain nombre à faire cette proposition. Et je vous garantis qu'on tuerait dans l'œuf les fuyards du fisc, leur fuite en tout cas, qui sont installés entre la Belgique et la France, chose dont vous êtes au moins aussi indigné que moi, j'en suis sûr, monsieur le ministre, et d'autres qui ont trouvé des trouvailles de cette nature pour ne pas prendre en charge l'effort commun. Merci, monsieur Bricout. Oui, je ne sais pas si c'est en même temps une explication de vote. Nous, on va s'abstenir parce qu'effectivement, je trouve que l'idée, elle mériterait certainement d'être creusée, d'être approfondie. Mais je ne pensais pas au détour d'un amendement qu'on peut basculer comme ça dans un impôt lié à la nationalité plutôt qu'à la domiciliation. Et je rejoins un peu les propos de M. Bourlange, où quand même j'ai de fortes incertitudes dans la compréhension de l'impôt quelque part. Les gens, on collecte l'impôt pour assurer des services à la population. Donc là, il y a peut-être des petites choses à voir. Donc ça mérite pour nous une réflexion plus approfondie. Mais je pense que c'est une idée qui mériterait d'être creusée sérieusement. Merci, monsieur Bricout. Monsieur le président Woerth. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a proposé M. Mélenchon. Moi, en tant que président de la Commission des finances, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il y ait une mission de la Commission des finances, composée évidemment des différents groupes politiques, qui réfléchissent à nouveau aux avantages, aux inconvénients, territorialisation, nationalité, système mixte, que sais-je, de regarder les choses. On en parlera, on montrera le bureau de la Commission. Si le ministre en est d'accord, on demandera évidemment quelques informations à Bercy. Merci, monsieur le président. J'invite monsieur le ministre. Non, mais j'en suis évidemment d'accord. Peut-être que cet échange intéressant, en même temps ce compromis de travail peut peut-être pousser le président Mélenchon, je sais que ce n'est pas coutume, de retirer son amendement pour que nous puissions avancer constructivement sur toutes ces évolutions. Je ne sais pas pourquoi vous me faites cette demande. Mettons-nous en jambes. Voilà, on va voter un petit coup, comme ça va, on se prépare en quelque sorte. Et la prochaine fois, on sera encore plus nombreux après qu'on ait entendu le rapport de notre président des commissions des finances. Non, je ne vais pas le retirer parce que je donnerai l'impression que je ne crois pas à son applicabilité. J'ai entendu de manière très étrange qu'on dise c'est pas au détour d'un amendement qu'on change la loi. Ben si, justement, c'est au détour d'un amendement, sinon c'est au détour de quoi que vous comptez changer la loi. Voilà, monsieur le ministre, je ne dis pas ça pour vous être désagréable, mais au contraire pour vous préparer à une idée dont je vois qu'elle vous fait pétiller d'intérêt. Bien, merci, monsieur le président. Je pense maintenant que l'Assemblée est suffisamment éclairée. Donc, j'invite tous nos collègues à regagner leur place pour le vote, puisque le scrutin public a été annoncé. Tout le monde est à sa place? Bien, je mets donc aux voix l'amendement 275, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 53, exprimé 47, majorité 24, pour 4, contre 43, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement 276, Madame Obono, non, vous partez, Monsieur Coquerel, il est défendu? Alors, allez-y. 276. Sur les notes de Tracfin, vous le rappelez. Oui, je me souviens. Mais j'étais encore sous le coup de l'accord pour qu'on réfléchisse à une commission. Donc, oui, c'est sur Tracfin, voilà. Donc, je pense que j'apprends à personne l'utilité et le rôle de Tracfin, c'est-à-dire Tracfin, c'est traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C'est un outil majeur dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont le volume, malheureusement, d'activité, je dis malheureusement parce que ça répond évidemment à un besoin, a quintuplé entre 2009 et 2014, et qui, malgré des moyens humains et matériels limités, a montré
là encore, son efficacité dans la détection des fraudes fiscales, qui est le sujet dont nous parlons aujourd'hui, puisque, par exemple, on note qu'au 31/12/2016, ça a permis à l'administration fiscale de récupérer près de 900 millions d'euros en rappel d'imposition et de pénalités. Ce que nous proposons ici, c'est que désormais, ce soit transmis directement au procureur de la République financier, de façon justement à améliorer cette efficacité. Alors, j'avoue peut-être que vous allez découvrir comme moi que ce n'est pas le cas, tellement ça paraît évident, cette transmission automatique d'informations relatives à la fraude fiscale ou au blanchiment de fraude fiscale. Non, ce n'est toujours pas prévu pour l'instant dans le Code monétaire et financier. Et donc, nous proposons que cette fois-ci, ça soit inscrit dans la loi et prévu. Je pense que chacun conviendra que c'est un argument de bon sens. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Alors, Monsieur Coquerel, on avait fait cette préconisation dans le rapport d'ailleurs d'information, le fait qu'une copie soit transmise au parquet financier. C'est pourquoi j'ai mis un avis de sagesse. On n'avait pas examiné cet amendement devant la commission des finances, donc je m'en remets aussi à ce que va nous dire aussi le ministre sur le sujet. Merci, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le député, l'idée peut être bonne. Effectivement, on peut être surpris que les notes ne soient pas transmises lorsqu'elles doivent être transmises, puisque c'est un service de renseignement, Tracfin. Ce n'est pas des contrôles administratifs au sens des GFIP, au procureur national financier. Mais je pense que ça va se comprendre à la lecture, par exemple, de l'année précédente, 2017, sur les 468 transmissions de 2017 de Tracfin à la justice. Il est envoyé au procureur de la République territorialement compétent. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de choses qui ne relèvent pas du financier. Par exemple, le travail dissimulé, c'est 124 transmissions. Que devra faire le PNF avec du travail dissimulé, monsieur le député ? L'abus de confiance, c'est 100 transmissions. L'abus de bien social, c'est 76 transmissions. L'abus de faiblesse, qui n'a rien à voir avec, à mon avis, le PNF, 52 transmissions. Donc, vous voyez, monsieur le député, je pense que ce serait inutile, et d'ailleurs le PNF ne le demande pas, d'avoir ces transmissions. En revanche, évidemment, vous savez que c'est un magistrat qui dirige Tracfin, en tout cas, c'est le cas depuis que je suis ministre, et il a évidemment une discussion avec des procureurs, et notamment la PNF. Donc, avis défavorable. Avis défavorable. Monsieur Coquerel. Oui, je préfère l'avis de sagesse du rapporteur. Surtout que vous avez noté, monsieur le ministre, vous avez pu évoluer dans le cours de ce débat depuis un an. Donc on pourra peut-être évoluer là-dessus. Non, sérieusement, votre argument, quelque part, il n'est pas suffisant. Parce que, bon, au pire, j'entends, il y aurait d'autres thématiques qui ne seraient pas les thématiques concernant directement la fraude fiscale et le blanchiment. Mais au pire, dans ces cas-là, il ne les utilisera pas, mais on a au moins l'assurance qu'il aura ceux concernant la fraude et le blanchiment. J'allais dire, mais on n'a même plus trop de temps. Donc, quelque part, après tout, il y a ce désagrément, on pourra y revenir d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce cas-là, sous-amender et proposer que ce soit pour toutes les questions liées justement à la fraude et au blanchiment fiscal. Si vous voulez sous-amender de cette manière-là, je n'ai pas de problème pour qu'on demande une suspension de séance d'une minute et qu'on le fasse de façon à ce qu'il y ait un vote. Non ? Bon, c'est donc je maintiens cet amendement et je pense que ce n'est pas trop grave s'il y a d'autres dossiers qui sont transmis. Je rappelle que c'est un procureur, donc je ne pense pas que ce soit très compliqué qu'il ait éventuellement de dossiers autres que la fraude fiscale, mais en tout cas, on est au moins sûr qu'il les aura. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Je m'en vais consulter la sagesse de l'Assemblée. Avis défavorable du gouvernement. Qui est pour l'amendement ? Merci de lever les mains. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Monsieur Coquerel, vous avez un amendement 277. Bien, c'est un deuxième amendement sur, cette fois-ci, le plafond des sanctions applicables par l'ACPR aux banques. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'est pas dissuasif. Actuellement, il est de 100 millions d'euros. Bon, quand on a un bilan de 2500 milliards d'euros comme la BNP, on peut comprendre que ce soit quelque chose qu'on peut largement supporter. Je dois dire, à ce niveau-là, on parlait tout à l'heure de l'impôt différentiel, mais là encore, il arrive que les États-Unis nous donnent quelques exemples à la matière, et je peux vous assurer que, je l'avais déjà dit dans le cas de HSBC, mais que les amendes sont autrement plus importantes, puisqu'elles peuvent s'élever
à des dizaines de milliards d'euros. Et donc, du coup, ça a une conséquence. Là encore, ce n'est pas tant qu'on en arrive à quelque chose de plus punitif, quoique il est normal de faire payer les banques quand justement elles procèdent à de tels forfaits, mais surtout c'est dissuasif, bien plus dissuasif que quand on s'arrête à 100 millions d'euros. Donc c'est pour ça que nous vous proposons de relever aujourd'hui le plafond du taux de 10% au plafond de 25%. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Cet amendement avait été examiné en commission aussi, qui avait émis un avis défavorable. Alors vous passez de 10 à 25% du chiffre d'affaires annuel. C'est une augmentation substantielle. Bon, d'autre part, je ne suis pas sûre que cet amendement ait la place dans ce texte-là. Donc je maintiens l'avis de la commission qui est défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Je consulte qui est pour, contre. Il n'est pas adopté. Madame Louwagie, vous avez un amendement 187. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit, au travers de cet amendement, de vous proposer de modifier l'article L 251 du livre des procédures fiscales qui prévoit que lorsqu'une transaction est devenue définitive, après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut alors être plus engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Donc il s'agit au travers de cet amendement d'offrir une garantie plus importante pour permettre d'avoir un recouvrement plus efficace et plus rapide. Il vous est proposé d'inscrire explicitement dans la loi que les transactions fiscales entièrement payées par le contribuable fautif éteignent l'action publique pour les délits de fraude fiscale, également de blanchiment et de recel de celle-ci afférents au dossier, comme cela existe déjà en matière de fraude douanière. Donc c'est par assimilation finalement avec ce qui existe déjà en matière de fraude douanière. Ce serait un outil supplémentaire à l'administration et aussi finalement une garantie législative véritable au contribuable pour lui garantir l'extinction de toutes les poursuites en échange du paiement des impositions qui résultent de la transaction. Excellent. Merci Madame Louwagie. Madame la rapporteure. Alors là, malgré toute la sagesse que je reconnais à Madame Louwagie, c'est un avis très défavorable parce que, alors là, du coup, on revient sur l'indépendance et la séparation des pouvoirs, on revient sur le verrou de Bercy, on laisse tout entre les mains de l'administration qui peut éteindre l'action judiciaire. Donc ça va vraiment à l'inverse même de l'article 13 qu'on vient de voter, donc très défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Vous maintenez votre amendement, Madame Louwagie ? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, au regard des arguments, effectivement, parce que ça n'était pas véritablement mon intention, donc je retire l'amendement. Merci d'avoir entendu l'appel et merci de l'avoir retiré. Je mets au voie l'article 14. Qui est pour? Contre? Il est adopté. À l'article 15, un amendement rédactionnel. Avis favorable du gouvernement et de l'Assemblée qui l'adopte. Merci. Madame Pires-Beaune, vous avez... Ah, monsieur Bricou, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. On est là sur un amendement sur des principes d'évaluation. Vous prévoyez 3 points dans l'évaluation, la description des outils fiscaux, les perspectives d'évolution de ces outils, la présentation des moyens humains. Nous, on voudrait y ajouter, parce qu'il y a quand même beaucoup de divergences dans les avis des uns et des autres, le coût de la fraude, de l'évasion et de l'optimisation fiscale pour ces finances publiques. C'est pas plus mal de commencer par le début, d'évaluer, d'avoir un diagnostic de cette fraude. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Justement, dans le rapport de Madame Peyrol, il est clairement mentionné qu'à ce stade, on ne dispose aujourd'hui d'aucune méthode fiable pour évaluer ces comportements et que l'administration aujourd'hui ne sait pas évaluer de manière pertinente. Donc, je vais laisser le ministre répondre parce qu'on a participé à un colloque il y a une semaine où on a beaucoup parlé d'évaluation de la fraude et de l'optimisation. Donc j'aimerais qu'ils nous disent aussi les progrès qui sont en cours, tout le travail que la DGFiP et les services de Bercy sont en train de réaliser justement pour rendre beaucoup plus fiables les estimations. À ce stade, je pense qu'il est prématuré de demander une telle évaluation. Et donc pour l'instant défavorable, mais j'attends les éclaircissements du ministre. Bien. Si, monsieur le ministre. Même avis. Merci bien. Je consulte qui est pour. Vous. C'est mieux de le manifester en levant la main. Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 160.
18, Madame la rapporteure. C'est une précision légistique, pardon. Voilà. Avis favorable du ministre, de l'Assemblée aussi. Il est donc adopté. Je mets aux voix l'article 15 ainsi amendé. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Le 185, monsieur... Allez-y, mon cher collègue. Monsieur le Président, dernier amendement de la soirée. J'espère que ça portera ses fruits. Donc, l'information disponible actuellement ne permet pas d'appréhender les entrées et les sorties des résidents fiscaux, ni l'ampleur de l'optimisation fiscale des particuliers. Donc, par cet amendement, nous proposons, à l'image de l'article 136 de la loi de finances 2011, de viser le même objectif pour les entreprises et de créer un article additionnel qui vise à porter à l'information du Parlement et du grand public de manière systématique et régulière les résultats des contrôles effectués par l'administration fiscale concernant les particuliers. Cette annexe constituera un bilan détaillé de l'ampleur de l'exil fiscal et de son incidence réelle sur les finances publiques, tout en respectant la nécessaire confidentialité, évidemment, des renseignements économiques et fiscaux. Et cette mesure, je le souligne, sera indolore pour les finances publiques. Merci Madame Battistel. Madame la rapporteure. Alors, en fait, il s'agit d'un amendement que vous aviez déjà déposé en 2013, qui a été adopté en loi de finances 2014. Donc, il est déjà satisfait et le rapport est déjà transmis donc, au président de la commission des finances, donc défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Madame Battistel, vous retirez l'amendement? Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, j'entends, mais il s'agissait de le compléter, parce qu'il n'y avait pas l'ensemble des données dans ce rapport. Donc vous confirmez que c'est satisfait totalement. Alors nous le retirons. Voilà, c'est ce que je pensais. Merci. Mes chers collègues, nous avons achevé la discussion du projet de loi. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi auront lieu le mercredi 26 septembre après les questions au gouvernement. Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues. Prochaine séance mardi 25 septembre à 15 h. Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. La séance est levée.